Je suis Luc Boutillier, professeur de politique forestière à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Dans le cadre de l'Année internationale des forêts, il me fait grand plaisir de participer ce soir à cette conférence qui permettra de montrer que l'histoire forestière, l'histoire de la gestion forestière au Québec, s'inscrit dans une longue tradition qui nous permet de mieux comprendre des réalités d'aujourd'hui, comme celle de s'adapter quand on poursuit le développement durable du territoire forestier. Je vais me présenter d'abord, Louis Guay, professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Je vais être l'animateur, modérateur de cette conférence, de cette soirée. Pour ouvrir le cycle, nous avons l'honneur et le plaisir d'ailleurs de recevoir Luc Boutillier, qui est professeur à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique, et qui va nous faire une conférence, vous avez le titre devant vous, « La gestion forestière au Québec », et j'aime bien le sous-titre, « Une histoire à raconter ». Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Louis. C'est toujours gênant d'avoir son panégyrique étalé comme ça, là. Sachez que je suis ici, évidemment, en titre de professeur, mais je suis d'abord ici pour vous raconter une histoire. Et vous montrer qu'il y a beaucoup de continuité dans l'histoire. Il y a des ruptures, mais il y a beaucoup de continuité. Et qu'au fond, les enjeux qu'on essaie de régler aujourd'hui dans notre manière d'habiter la forêt québécoise, sous tous ses coutures, c'est assez cohérent, conséquent, avec notre manière d'habiter la forêt depuis que les Euro-Américains sévissent sur le continent. Mais comme le temps nous est compté, démarrons tout de suite. Alors, en janvier dernier, et déjà elle fait partie de l'histoire, Madame Nathalie Normando nous disait que là, c'est vrai, on aborde une nouvelle ère s'amorce. Une nouvelle ère s'amorce parce que dorénavant, on va décentraliser la gestion forestière, les pouvoirs locaux. Alors ici, c'est une tablée de préfets bien dodus. Les pouvoirs locaux vont mettre la main à la pâte sur la manière d'habiter le territoire québécois qui est forestier à plus de 80%. Elle nous disait aussi que dorénavant, on va mettre l'accent sur le savoir-faire, terminer les normes, les livres de recettes qui dictent tout. Dorénavant, les forestiers de terrain, que ce soit les ingénieurs forestiers, les technologues, les travailleurs, on va d'abord miser sur leur génie. Et puis aussi que la variable environnementale deviendrait quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, en mai 2010, les grands mouvements environnementaux du Canada signaient une trêve. J'irais presque jusqu'à dire un pacte de non-agression pour qu'on puisse, industriels et environnementalistes, arriver à trouver des façons qui permettent de nourrir un appareil industriel de matières premières tout en respectant l'intégrité écologique du territoire. Ceci, ça signifie peut-être qu'on est en train de mettre en application, mettre en œuvre cette idée de développement durable que tout le monde connaît, hein, concilier environnement, économie sociale, répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en laissant ce qu'il faut pour satisfaire la demande de demain, qu'on ne connaît pas. Mais surtout, développement durable, c'est un processus qui essaie de favoriser l'harmonie entre les humains et la nature et entre les humains entre eux. Ce processus est très inspirant en politique forestière. Parce qu'en politique forestière, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on a essayé de faire depuis que nous avons un régime forestier au Québec, c'est de créer une richesse immédiate, tout en conservant la forêt pour le futur, parce que c'est une ressource renouvelable. Donc,
c'est plausible d'imaginer qu'en satisfaisant les besoins d'aujourd'hui, on peut véritablement laisser ce qu'il faut pour servir un futur indéterminé, puisque c'est dans la nature même de la ressource. Mais la forêt, est-ce que c'est plus que du bois? Évidemment que c'est plus que du bois. Et la richesse, est-ce qu'elle est seulement qu'économique? Évidemment, poser la question, c'est y répondre. Et là, vous voyez tout de suite le paquet de conflits que ces 4 objectifs, ma foi, tout à fait congruents, peuvent aussi soulever des conflits qui, dépendamment des acteurs, dépendamment de l'état du territoire, vont commander une administration, un régime particulier. Et c'est cette histoire que je veux vous raconter ce soir. Et l'image que j'ai employée que j'utilise pour appuyer ces 3 objectifs qui sont potentiellement, ces 4 objectifs qui sont potentiellement pleins de contradictions, elle n'est pas innocente. C'est tiré d'un ouvrage publié en 1979 qui visait à expliquer la foresterie québécoise. C'était un numéro spécial de la revue forestière française. Et la plus belle image qu'on a trouvée à utiliser pour présenter la forêt publique du Québec, eh bien, c'est un tas de bio, des pitounes, ces fameux bio de 4 pieds, qui obstruent une rivière. Et voici, vous avez une image de la forêt publique. Et ce faisant, vous avez une réponse d'un certain ordre de priorité. Pour constater tout ça, je vous invite, pour les prochaines minutes, à embarquer avec moi dans une capsule qui va nous permettre un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps où, évidemment, on va gratter nos racines françaises, ça fait du bien. On va parler du régime britannique, de cette glorieuse époque des barons du bois, la période des papetières, tout aussi glorieuse, l'âge d'or des papetières, là où ça a commencé à changer, et oui, la Révolution tranquille, qui est marquante dans l'histoire politique du Québec, a aussi eu un effet en politique forestière. Le régime forestier de 1986, le nouveau régime forestier qui va entrer en force en 2013, et essayer de voir que dans toute cette continuité historique, il y a un message porteur de prospérité, mais aussi de patrimoine, de préservation de l'héritage. Commençons donc. Le régime français, 1608 à 1763, c'est un régime qui est marqué par un certain nombre d'événements. La Grande Ordonnance de 1769, où on peut dire, tracer à partir de cette Grande Ordonnance, que c'est le début du régime forestier en terre de Nouvelle-France. Mais aussi constater que la relation des colons français avec la forêt n'est pas tellement positive. La forêt est perçue comme un milieu hostile. D'ailleurs, les historiens et même les sociologues vont parler du syndrome de Maisonneuve. Les colons ne voient dans la forêt qu'un des éléments qui les empêchent de cultiver la terre, des éléments qui permettent aux méchants Iroquois de se cacher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du syndrome de Maisonneuve, c'est qu'effectivement, la forêt, c'était le lieu de l'ensauvagement. Et à Montréal, dans la colonie de Ville-Marie, c'était assez ardu d'être à proximité de la forêt. Et ce clivage, cette mauvaise perception, cette hostilité à l'égard de la forêt se poursuit jusque de nos jours. Alors, c'est une donnée importante. On va y revenir. On va aussi se rendre compte que la forêt peut être utile à un moment donné. Et malgré le fait que toute la Nouvelle-France a fonctionné, a étendu un empire fabuleux de la baie James jusqu'au golfe du Mexique, en s'appuyant de l'Atlantique jusqu'au Piémont des Rocheuses, avec une petite enclave britannique, là, tout ça, ça reposait sur le commerce des fourrures. Mais très tôt, on s'est rendu compte que l'avenir allait être d'une autre eau, allait être reposé sur une autre ressource qui est le bois.
La Grande Ordonnance, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est Colbert, qui est le grand intendant de Louis XIV, qui déclare que Sa Majesté aura la satisfaction de voir son royaume délivré de l'appréhension de manquer de bois avec l'espérance d'œuvrer pour la postérité. Ça, évidemment, dès que ça a été sanctionné en 1669, c'est devenu applicable chez nous parce que nous faisions partie du Royaume de France et ce que ça signifiait, c'est qu'il fallait essayer de prélever la matière première, du bois, mais qu'à chaque fois qu'on prélevait du bois, on devait se préoccuper de la postérité. Colbert n'a rien inventé. En 1314, la déclaration de Brunoy, donc dans le Haut Moyen Âge, disait à peu près la même chose. La différence avec cette ordonnance-là, c'est que celle-là s'applique au Québec. Bon, évidemment, au maximum de la colonisation, on est 60 000. Des arbres, il y en a à plus savoir quoi en faire. Et ils sont plus considérés comme une nuisance que comme un bienfait. Quoique, pour se chauffer, ce n'était pas désagréable d'avoir du bois. Pour faire des embarcations qui nous permettaient de fonctionner sur le fleuve Saint-Laurent, ce n'était pas désagréable d'avoir du bois. Et en fait, l'ordonnance va vraiment être appliquée par Talon, qui va réserver tous les bois de chêne pour le roi. Mais très tôt, on va se rendre compte que ça a plus ou moins de bon sens. Dans un pays qui est obligé d'utiliser des cartes à jouer comme valeur numéraire, l'intendant Bégon, en 1722, va autoriser les colons à couper des arbres réservés au roi, notamment des chênes, à condition qu'on puisse montrer qu'on en fait quelque chose d'utile, comme des maisons, comme du matériel combustible. Très, très, très tôt, l'utilisation de la forêt va se faire surtout pour servir des fins domestiques. Et les intendants essaieront tout simplement de vérifier s'il y a utilisation, si on fait œuvre utile de cette matière première. L'intendant Dupuis, c'est lui qui va dire on devra considérer le bois comme le fruit du Canada qui va succéder aux pelleteries. Et très tôt, lui aussi, cet intendant, va essayer de mettre en application ce que Jean Talon avait imaginé. Jean Talon a imaginé bien des choses, mais il n'a pas fait grand-chose. Les intendants successifs ont fait mieux. Et entre autres, à partir de 1734, on dénombre 52 scieries. Donc, l'œuvre utile, c'est bien sûr faire du bois pour se loger, mais c'est aussi un certain commerce du bois tout le long du fleuve Saint-Laurent. Et en 1742, l'intendant Hoccart va élargir l'ordonnance appliquée par Talon. Il va l'élargir aussi aux chênes qui commencent à être exportés et au pain. Pain rouge, pain blanc, surtout le pain blanc. Parce que de toute façon, notre chêne peut être intéressant pour faire des tonneaux, mais dans l'industrie navale, c'est pas notre variété de chêne s'imbibe d'eau. Alors, quand vous faites des bateaux avec du bois qui prend l'eau, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Alors, on imagine toujours là, que nos bois de chêne, c'est ça qui était apprécié par la France, c'est ça qui était réservé, mais finalement, c'est les bois de pin qui vont surtout trouver preneur et là, offrir des rentrées d'argent, et ça aussi c'est bien important, rentrées d'argent aux représentants de la couronne française en Nouvelle-France. Évidemment, il se passe un certain nombre de choses sur les plaines d'Abraham, et en 1763, on passe sous la couronne britannique. Et essentiellement, de 1763 jusqu'à l'entrée dans le 19e siècle,
il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu la même, cette idée là, que la nature est généreuse, il n'y a pas beaucoup de demandes, alors on va s'assurer que ce qui est coupé va être utilisé, va faire œuvre utile. On va cependant, quand on va commencer à découper des cantons, et sur chaque canton, on va installer un prêtre, un pasteur et un instituteur, eh bien, on va s'assurer, pour faire vivre le pasteur et l'instituteur, que les bois coupés sur le canton vont être vendus et vont procurer des revenus qui vont permettre la subsistance du pasteur et de l'instituteur. Ça, c'est quelque chose qui arrive là, à l'entrée du 19e siècle. Et il y a aussi un message. Les revenus tirés de la forêt vont à l'administration publique. Les revenus tirés de la forêt permettent de se fournir en services publics. Évidemment, à l'époque, les services publics, bon, l'éducation de base pour certains, et la religion. Mais néanmoins, il y a quelque chose là aussi. Mais bon, la forêt est généreuse, on n'est pas nombreux, et même au début du régime britannique. Et puis, ma foi, nos arbres, la forêt de pin est intéressante, mais il y a une forêt de pin beaucoup plus intéressante qui se situe en Baltique. La Suède, la Norvège, enfin le royaume de Suède à l'époque, qui comprenait la Norvège, le Danemark, un peu la Finlande, fournissent la marine britannique. Napoléon rêve de se débarrasser de la fière Albion. Et ce qu'il va faire, c'est un blocus de la Baltique. La flotte britannique ne peut plus s'approvisionner en bois. Alors, en 1805, il s'en faisait des exportations de bois, de pin, un petit peu de chêne, beaucoup de pin. En 1805, du port de Québec, qui est le port à partir duquel on expédie du bois, on répertorie 170 bateaux pour 19 000 loads de bois. Une load, c'est à peu près 1,42 mètres cubes solides. Le blocus se fait en 1809 et dès 1810, on est à 661 bateaux pour 230 000 loads. Donc, Napoléon nous a mis sur la carte du commerce du bois. Et pas n'importe quel bois, c'est l'épopée du bois carré. C'est-à-dire qu'on abat des pins, surtout des pins blancs, d'énormes pins blancs, et là, il s'agit de les équarrir à la hache. Ces grosses pièces de bois vont être assemblées en radeaux parce qu'on va les abattre. Les forêts de pins, il y en a quelques massifs de pins dans la région de Québec, mais ça nous vient surtout de l'Outaouais, un tout petit peu de la Mauricie, mais surtout de l'Outaouais. Alors, on va abattre ces pins, les équarrir, assembler ça en gros radeaux et on va flotter ça jusqu'à Québec. À Québec, on défait les radeaux. Certaines pièces sont embarquées à même les bateaux. D'autres vont être retravaillées, resciées, mais aussi embarquées sur les bateaux. Ce graphique-là montre que, bien sûr, Napoléon va connaître son Waterloo. On va tout oublier. Et normalement, on devrait retourner vers les ports de la Baltique, sauf que pour attirer les marchands anglais en terre d'Amérique du Nord, on leur a consenti des prêts, on leur a fait de bonnes conditions, et ma foi, on est intéressé à ce que ça continue. Et des bonnes conditions, au départ, tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils viennent récolter du bois. Chemin faisant, on s'est aperçu que les bons peuplements de pins étaient parfois convoités par des entrepreneurs différents et ça donnait lieu à des échanges de souhaits pas très cordiaux. Et c'est là où on a émis des licences pour spécifier qui allait où. Et le gouverneur de l'époque a découvert que peut-être on pourrait charger une certaine rente. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un, dénommé Hugh McConnell, qui a coupé sur une licence qui ne lui était pas la sienne. Mais apparemment, il ne le savait pas.
Et surtout, le grand malheur de Hugh McConnell, c'est de s'être fait prendre parce que les mesures de contrôle étaient un peu restreintes. Et McConnell, de lui-même, a dit, ben, je suis prêt à payer une amende sur chaque pièce de bois. Et là, pour les gestionnaires des cas du Trésor britannique en Amérique du Nord britannique, il y a eu comme un son de caisse enregistreuse disant, « Hey, c'est vrai, on pourrait charger des redevances sur chaque pièce de bois en surcroît de licence. » Et c'est comme ça que le système s'établit à la pièce sur une quarantaine d'années. Et d'ailleurs, ce qu'on voit ici, les histogrammes en bleu, c'est des exportations de pain et on voit que jusqu'en 1852, les exportations montent. Alors, le blocus est terminé depuis longtemps, mais c'est intéressant de récolter du pain. On continue encore à récolter du chêne. C'est ce que vous avez avec l'histogramme en bleu très pâle. Ces bonnes conditions qui faisaient que les bois provenant d'Amérique du Nord britannique, ils étaient considérés comme des produits britanniques, contrairement aux produits de la Baltique, qui, eux, étaient considérés comme des importations, donc on imposait des droits de douane. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la préférence impériale, ce qu'on appelle aussi les Corn Laws, des barrières tarifaires qui avantagent les productions dites locales. C'est assez étonnant que le bois de l'Amérique du Nord britannique était considéré comme une production locale, vue de Londres, par rapport au bois venant de la Suède, mais c'était ça. Et pour des raisons économiques, on va mettre fin à ça. Et du coup, le bois carré perd tous ses marchés. On a les deux images. Bon, évidemment, la première image, c'est lance au foulon. Alors, c'est radeaux qui arrivaient et on les démantelait à lance au foulon. Le dernier radeau de bois équarri commercial, c'est en 1846. Mais l'autre image, je la trouve intéressante parce que, d'abord, elle nous rappelle le tricentenaire de Québec. Alors, c'est le dernier vrai radeau de bois équarri. Pour célébrer le tricentenaire de Québec, il y a un radeau qui est parti d'Ottawa et qui a flotté jusqu'à Québec pour célébrer le tricentenaire. Et là, on a cette gravure-là, nous montre le radeau qui passe sous le pont Victoria, qui a donc plus de 100 ans et il n'est pas encore inquiétant. Alors, nous sommes à l'ère des barons du bois, qui a commencé avec le blocus en 1808 et qui va se poursuivre jusqu'en 1910. On pourrait se dire, oui, mais là, si le bois carré, avec le rappel des lois qui donnent une préférence commerciale au bois d'ici sur le marché de Londres, cette préférence disparaissant, on vient de tout perdre. Eh bien, non. Eh bien, non, parce que en 1854, les Américains vont signer un premier traité de libre-échange qu'on appelle le traité de réciprocité, qui essentiellement vise le commerce du bois pour que tout le sciage qu'on peut produire chez nous puisse entrer libre de droits de douane aux États-Unis. Ça arrange les Américains parce que dans les premières années de la décennie 1860, on est en pleine guerre civile. On est aussi en train de découvrir l'Ouest. On n'a pas encore franchi pour vrai les Rocheuses. Ça va donner accès à de vastes réserves de bois. Non, on est plus dans les plaines et on a épuisé les forêts américaines de la côte Est. Alors, ça arrange les Américains. Et ça va nous donner un énorme marché qui va pratiquement prendre le relais du marché du bois équarri. Les deux personnages, Philemon Wright, je me rends compte que ce n'est pas lisible, c'est ce bon vieux William Price qui a laissé son nom au pavillon Abitibi-Price, qui abrite l'école forestière de l'Université Laval.
Le commerce du sciage dans la région de Québec, ça a énormément marché. Bon, là, c'est une photographie, encore une fois, de cette fameuse anse au foulon. On a la série Patterson, une des plus populaires à la chute Montmorency. Sachez que dans la région de Québec, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait dans la région seulement de Québec 350 scieries. Évidemment, des petites scieries, mais c'était partout. Donc, ça a très bien fonctionné. La politique forestière. Bon, je vous ai un peu raconté de façon anecdotique ce qu'on visait à faire, comment on a attribué des licences et après ça chargé des redevances. Essentiellement, la forêt est perçue comme un moyen de garnir le trésor public. À peu près 100% des revenus, enfin au-delà de 90% des revenus de la couronne provenaient de l'utilisation des forêts au 19e siècle. Il se produit un drôle de phénomène qui n'est pas couvert par la politique forestière, mais qui est extrêmement intéressant à avoir à l'esprit et qui vient renforcer ce syndrome de Maisonneuve. Alors, il se produit un clivage culturel, ou à tout le moins, c'est une source de discrimination culturelle, en ce sens que les gens qui font vraiment des affaires avec la forêt, ce sont des anglophones, des Britanniques. Il va y avoir toute une série de superbes villas ici sur les hauteurs de Sillery. Et les gens qui s'arrachent le cœur à couper ces arbres sont francophones. Alors, il y a un début de malentendu qui commence là, pour dire le moins. Il y a aussi, comme stratégie, comme stratégie économique. Il n'y avait pas vraiment de politique économique explicite, mais les autorités considèrent que la forêt, c'est un bon moyen de décollage économique. C'est-à-dire que si on peut faire des sous avec la forêt, on s'en débarrasse et à la place, on va faire un petit peu d'agriculture, mais peut-être aussi développer d'autres types d'entreprises. Cependant, avec cette idée d'agriculture, d'autres types d'entreprises, on va aussi se rendre compte qu'au fond, peut-être que ça serait bien de cultiver la forêt parce qu'elle peut être une source de permanence humaine. Et là, vous avez un des premiers intendants des terres, des premiers commissaires des terres pour le gouvernement du Canada uni, Alexander Campbell, qui va justement questionner cette idée que la forêt est une ressource temporaire et que ce qu'il y a de mieux à faire avec ça, c'est la faire disparaître pour qu'on puisse faire profiter le sol. Qu'au fond, on serait peut-être mieux de cultiver la forêt. Et quand, en 1867, la province de Québec apparaît, elle va garder la responsabilité sur les forêts. D'ailleurs, et c'est tout à fait cohérent, sous le régime britannique, quand on a eu le premier gouvernement responsable, on lui a dit, pour te financer, tu as la juridiction sur les forêts. Quand on forme les provinces, les ressources naturelles, mais notamment à cette époque-là, c'est les forêts, on va leur dire, vous gardez la juridiction des forêts, c'est comme ça que vous allez financer votre administration publique. Et là, on commence, en tout cas au Canada anglais, cette idée que la forêt est une ressource renouvelable, c'est d'abord un territoire, fait son chemin, alors que du côté francophone, on a beaucoup cette idée de discrimination culturelle et qu'au fond, ce qu'il faut vraiment faire avec la forêt, c'est s'en débarrasser et faire de l'agriculture. Je suis très noir et blanc, là. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais il y a des traits culturels importants et c'est ce qu'on retrouve avec le mouvement de la colonisation. Tout le monde a entendu parler du curé Labelle. Évidemment, la photographie, c'est la colonisation en Abitibi dans les années 20, 30, 40, 1920, 30, 40, donc des conditions de misère. Et ma foi, à l'usage, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessairement le meilleur endroit pour faire de l'agriculture. Cependant,
l'idée de cultiver la forêt va mettre beaucoup de temps avant de pénétrer nos orientations sociopolitiques. Et comme, et c'est un peu paradoxal ça aussi, comme l'agriculture sur ce genre de terre-là, c'est une agriculture de subsistance et de subsistance précaire, bien évidemment, pour compléter le revenu, les gars vont monter au bois l'hiver, vont faire de la drave le printemps, parce que sinon, l'agriculture, c'est pas payant. Et l'agriculture, c'est une agriculture de subsistance qui peut être un petit peu payante si on se sert de nos denrées pour nourrir les travailleurs sur les chantiers d'hiver. Alors, c'est tout un système agro-sylvicole qui vient un peu en contradiction avec ce rêve de colonisation où la mission des Canadiens français à cette terre d'Amérique était de raser les forêts pour cultiver du blé à partir duquel on produirait des saintes espèces de façon à promouvoir le catholicisme sur cette terre remplie de païens et de protestants. Au tournant, à l'entrée du 20e siècle, Laumergouin est premier ministre du Québec et il a la vision que toute cette forêt, on ne s'en est pas assez servi pour amener le Québec à décoller économiquement. Et il va donc souhaiter que les forêts naturelles soient allouées à des grandes entreprises en échange du développement d'une industrie exportatrice de commodités. Il va même dire dans un célèbre discours à Londres, où il veut essayer d'intéresser des investisseurs, que grâce à sa politique, le Québec sera le maître du monde forestier. Accueil intéressé en Grande-Bretagne, mais accueil très intéressé aux États-Unis, où à ce moment-là, le président Taft, sa politique étrangère porte un nom très révélateur. Dans ce temps-là, on disait les choses telles qu'elles sont. Ça s'appelait la The Dollar Diplomacy. Et ça signifiait, le président Taft, sa politique étrangère, c'était d'inciter les financiers étrangers, des financiers américains, à investir à l'étranger afin de renforcer le pouvoir politique des Américains. Et Taft venait passer ses vacances dans le Charlevoix, au manoir Richelieu. Et l'anecdote, plusieurs anecdotes veulent que Taft, qui était un personnage, une pièce, là, 1,95 m, 115 kilos, un personnage très imposant, et qu'ils ont réglé le sort de la forêt québécoise à plusieurs reprises en pêchant le saumon, lui et Laumergouin. Et c'est ce qui expliquerait la montée du capital américain pour mettre en valeur notre forêt. Bon, c'est ce qui expliquerait. C'est l'anecdote du château, l'anecdote du manoir Richelieu, ce n'est qu'une anecdote. Par contre, la vision de Laumergouin et la politique étrangère de Taft, ça, ce sont des faits très réels et très convergents. Sous le règne de Taft, mais ça a commencé un petit peu avant, il y a aussi cette ère de la conservation des forêts. On commence à se préoccuper de conserver des forêts. Et d'ailleurs, ce phénomène-là s'est manifesté au Québec avec Gustave-Henri Joly de Lotbinière, qui, entre autres, était le seigneur du domaine de Lotbinière sur la rive sud, près de Sainte-Croix, et qui était un naturaliste très curieux de la nature, qui a tenté plein d'expériences sur son domaine, qui a touché à la politique, qui a été très informé de ce que Elihu Stewart ou Campbell ou le biologiste Dawson, qui s'inquiétaient de l'état des forêts et de la manière dont on utilisait les forêts au Canada. Joly de Lotbinière était très intéressé par ça et intéressé à en faire quelque chose de politique. D'ailleurs, Joly de Lotbinière va être un
un député à deux têtes. À un certain moment, il va être à la fois un député fédéral et un député provincial. Il va choisir d'être député provincial et par un jeu de circonstances va devenir premier ministre du Québec. Et premier ministre d'un gouvernement minoritaire. Premier ministre libéral. Alors, il y a donc des engagements à promouvoir le commerce, mais en même temps, il est intéressé à ce qu'on essaie de conserver les ressources. Et conserver au sens, non pas de la préservation, au sens du conservationnisme de l'entrée du 20e siècle. Aux États-Unis, depuis 1850, on réalise que la forêt ne ressemble plus du tout à ce qu'elle avait l'air quand les pèlerins sont débarqués en 1620. Alors, on voit la tache sombre sur la carte américaine. On s'aperçoit que sur la côte est, la forêt a beaucoup reculé. Et d'ailleurs, en dépit du mouvement conservationniste, en 1920, elle continue à reculer. Et on a fondé l'American Forestry Association à l'occasion d'un congrès en 1882. Et Joly de Lotbinière était représentant à ce congrès. Et il est revenu chez nous avec cette idée qu'il ne fallait surtout pas faire comme les Américains et être plus conservationniste. Alors, c'est un personnage absolument fantastique. On n'a pas le temps ici de parler de Joly de Lotbinière, mais c'est un naturaliste, un conservationniste très inspirant. Revenons à Laumergouin et à sa politique. Oui, ça a fonctionné. Bon, ici, j'aurais pu prendre à peu près n'importe quelle région du Québec. Ici, c'est la Mauricie, pour laquelle j'ai une affection particulière. Alors, on voit les développements de la Brown Paper à La Tuque, les développements de la Belgo à Grand-Mère, les développements de la Wayagamack à Trois-Rivières, et tout ça, c'est dans les premières décennies du 20e siècle. Ça va tellement bien fonctionner. Ici, vous avez la 1921, c'est la Reed Paper, qu'on appelait auparavant l'Anglo-Pulp, et qu'aujourd'hui, on appelle la Stadacona, qui existe encore. Ça a très bien fonctionné. Et écoutez, en 1929, 91% des concessions forestières en forêt publique sont détenues par les papetières. Alors, à toute fin pratique, le sciage est disparu, si ce n'est des séries de services, parce qu'on continue à construire en bois. On a des besoins domestiques de planches, mais la forêt est dédiée aux pâtes et papiers. Et en 1935, on a une capacité en tonnes métriques de 2 millions de tonnes métriques de papier, surtout du papier journal. En 1945, on est à 2,5 millions. C'est normal. Il y a une guerre qui est passée. On a vécu une crise. En 1955, on est à 4,6 millions. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi ça? Bien, sachez qu'au moment où on se parle, pour ces catégories de produits que sont le papier journal et les différentes sortes de papier fin, aujourd'hui, notre capacité de production est de 6,2 millions. Donc, à toute fin pratique, en 1955, tout est installé. Et le meilleur de tout ça, c'est que ce n'est pas pour nous. 78 de cette production en 1957, qui est l'âge d'or, Trois-Rivières est la capitale internationale du papier journal à cause de cette politique qui a été mise en place à partir de 1905. 8 compagnies contrôlent 72 de la forêt publique en 1969. Évidemment, on peut se dire, bon, ben, c'est un développement fulgurant. Et là, je vous invite à vous souvenir de Gustave-Henri de Joly de Lotbinière qui disait, d'accord pour le développement, mais il faut avoir de la conservation de nos ressources quand on les utilise. Et l'expression clé à ce moment-là, c'est la gestion rationnelle. Et que cette gestion rationnelle, on va l'imposer par des lois et des règlements. C'est un peu ça, la philosophie de base qui va accompagner ce grand essor à partir de 1910.
Qu'est-ce que c'est que cette gestion rationnelle? Bon, évidemment, 1868-1943, c'est l'ère, la première chose à laquelle on pense, c'est de dire, bien là, on va couper seulement des gros arbres, on va laisser aller les petits. Alors, c'est cette idée de diamètre limite. C'est assez étonnant de suivre la progression de cette réglementation de 1868 à 1943, où le diamètre limite est sans cesse plus petit. Sans cesse plus petit. 1875, là, on a une véritable pièce de législation qui s'inscrit dans une politique de conservation, cette idée de créer des réserves, des endroits là où on va y aller, où on va prélever avec parcimonie et qui ne seront pas alloués aux industriels du bois. On les garde pour le futur. Ces endroits sont mis en réserve. Alors, 1875, assez étonnamment, quand cette idée de créer des parcs nationaux va nous frapper au Canada, ces réserves, par exemple, celle de la montagne Tremblante, celle des Laurentides, vont tout de suite être considérées. On va aussi, en 1911, créer des forêts cantonales, des forêts pour les colons, parce qu'on a toujours cette chicane entre les colons et l'industrie forestière, bien que c'est une relation d'amour-haine, puisque un a besoin de l'autre. Sur les zones non allouées à l'industrie forestière, mais réservées à la colonisation, on va imposer qu'on conserve 15 % du couvert forestier. À partir de 1922, on va exiger que les coupes soient programmées et qu'elles figurent dans un plan d'aménagement, 1929. On va creuser ça dans les quelques minutes qui viennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Aumergouin, dès 1902, va envoyer 2 Québécois à Yale obtenir une formation d'ingénieur forestier. Il s'agit de Gustave Piché, un homme aussi important dans l'histoire forestière québécoise, une espèce de touche-à-tout qui a dérangé beaucoup de monde, et Avila Bédard, qui a l'air un peu son alter ego, mais dans une version plus douce. Et d'ailleurs, la photo est assez explicite. Hein? On a ce vigoureux Gustave et on a Avila qui semble dire, bon, dans quoi est-ce qu'il va nous embarquer encore? Et de fait, Gustave Piché, c'est lui qui va créer le ministère des Terres et Forêts, parce qu'avant, la gestion des forêts, c'était essentiellement une gestion de permis, quelques contrôleurs, mais l'idée, c'était d'avoir des sous. Alors, ça relevait du Conseil du Trésor, ça relevait du ministre du Revenu. Bien, à partir de 1905, les forêts relèvent du ministère des Terres et Forêts, et le ministère des Terres et Forêts a aussi pour mission de gérer cette espèce de conflit entre les colons et les exploitants forestiers. 1910, Piché va réussir à mettre au monde, tout en étant fonctionnaire, mettre au monde l'école de foresterie de l'Université Laval. On a célébré notre centenaire l'an dernier. Cette idée de conserver 15 % du couvert sur les terres des colons pour qu'ils puissent eux aussi faire de la foresterie, c'est encore Piché. Les premiers inventaires forestiers, c'est beau de programmer des coupes, mais il faut d'abord savoir ce qu'on a. Et à partir de cette connaissance, on pourra calculer la croissance des arbres. Et là, planifier la récolte en fonction de cette croissance. Donc, on aura véritablement une gestion qui tiendra en compte la capacité d'auto-renouvellement de la forêt, et on sera en mesure de perpétuer la forêt tout en la récoltant. Pour ça, ça nous prend des inventaires. Piché va mettre cette structure-là à partir de 1915, va mettre une structure au sein du ministère pour qu'on puisse réaliser ces inventaires, pour qu'on sache la nature de notre héritage. Piché va aussi imposer que ces premiers inventaires soient utilisés pour calculer une récolte soutenue. Comme tout ça se fait surtout par
d'une manière volontaire auprès des industriels, eh bien, on va l'imposer à partir de 1922. Et on va même dire que les permis vont être octroyés ou renouvelés si les inventaires et les plans d'aménagement sont déposés. Pas beaucoup de succès. Pas beaucoup de succès. En 1929, il y a seulement 5 plans qui sont déposés et Piché demande bien, pourquoi vous n'en faites pas des plans puisque vous les récoltez les arbres, chers industriels? Et il va se faire répondre parce qu'on ne sait pas comment. Alors, en 1929, en septembre 1929, il va déposer la directive B44 qui essentiellement, c'est la recette de la planification forestière actuelle. Hein, savoir de quoi ont l'air les futurs parterres de coupe, quelles sont les superficies qu'on prévoit récolter, les essences, l'âge moyen, les difficultés d'exploitation. Évidemment, tout ça, c'est le taux de reproduction par essence, tout ça, c'est très bois. Mais néanmoins, quand il est question de gérer les stocks de bois, c'est encore ça qu'on utilise. Avec une version modernisée, bien sûr, mais les principes sont les mêmes. Le problème, c'est que c'est la directive B44 qui est soumise en septembre 1929 et arrive le crack de 29. Et là, l'industrie est à genoux et va réclamer qu'on y aille mollo avec l'application de la planification d'aménagement forestier. Ce qui fait que, et bien sûr, la guerre va venir tout relancer ça, la Deuxième Guerre mondiale, et le bon vieux clivage colon-exploitant forestier va ressortir, et surtout en considérant le fait que ces politiques d'aménagement ne sont pas vraiment appliquées, eh bien, Esdras Mainville va dire que ça serait tellement plus intelligent de créer des villages forestiers. Au lieu d'avoir des entreprises qui détachent les gens de leurs terres, bien, effectivement, ces terres-là, elles sont plus forestières qu'agricoles. Pourquoi pas créer des fermes forestières? Pourquoi pas créer des villages forestiers? En langage d'aujourd'hui, on dirait pourquoi pas créer des forêts communautaires et en langage très, très actuel, pourquoi pas créer des forêts de proximité. Évidemment, l'industrie, un très grand forestier, Elwood Wilson, qui est le chef forestier de la Laurentide, aussi à Shawinigan, lui va tout de suite dire, ben, attention, là, chers collègues forestiers, là, il faudrait qu'on ait une portée sociale plus évidente et va inviter ses collègues à faire de la recherche de profit un objectif concomitant avec la pérennité des villes qui dépendent d'un moulin à papier. Et il va même prendre la directive B44 et y ajouter une façon de calculer la possibilité de récolte annuelle qui pourrait se maintenir à perpétuité. Je vous disais qu'en 1969, 9 compagnies contrôlaient pratiquement les 3/4 de la forêt publique. Un bel exemple de ça, en vert foncé, ce sont les terres publiques contrôlées par la Canadian International Paper Company. C'est assez troublant et cette carte-là les autres couleurs, c'est d'autres industriels, mais à ce moment-là, c'était le plus gros. Et bien sûr, il faut se souvenir que dans cette période-là, les années 60, on est en ébullition, c'est le maître chez nous qui règne et plusieurs ont en tête cette domination des industriels papetiers qui ont beaucoup plus de bois, des droits sur beaucoup plus de bois qu'ils ne peuvent en transformer et qui bien souvent vont payer les redevances et les rentes à l'État québécois et vont se réserver le privilège de revendre des droits de coupe à 2, 3, 4 fois. Il y a même quelques cas avérés où un industriel, une papetière, a chargé 9 fois la redevance qu'elle payait à la Couronne, à l'État du Québec, pour permettre à un scieur local d'avoir accès à un approvisionnement de bois sur sa concession. Ça va déranger un certain politicien qui, bien sûr, va être ministre des Richesses naturelles, mais on a fait bien attention, le gouvernement Lesage fait bien attention, richesses naturelles, ça n'incluait pas les forêts.
1967, René Lévesque va quitter le Parti libéral et va se mettre à faire une tournée des régions. Et un des grands classiques, c'est la fameuse carte que je n'ai pas ici. Moi, la mienne est en verte, mais sa carte à René Lévesque, c'était les concessions de la CIP étaient en jaune et il parlait du péril jaune. Dans le contexte des années 60, c'était la grande crainte de la montée de la Chine, le péril jaune, mais ici au Québec, c'était la méchante CIP. Ce qui fait que le maître chez nous, en foresterie, sur le territoire forestier, va nous frapper, mais un peu plus tard, dans la deuxième moitié des années 60. Et d'ailleurs, à partir de 1968, on va commencer à rétrocéder les concessions, à exiger que les concessionnaires rétrocèdent les concessions. En 1974, on va exiger purement et simplement la révocation des concessions. La différence entre les deux, c'est qu'une révocation, c'est qu'on exige que notre bien nous soit retourné sans compensation autre que les immobilisations que le concessionnaire aura fait sous forme de chemin, de camp, mais que le droit sur le bois, on n'est toujours bien pas pour payer, pour reprendre ce qui nous appartient. C'est un peu ça l'idée. Et ça s'accompagne d'une politique de développement des entreprises locales. À l'époque, on parlait de scierie autochtone. Le mot autochtone n'était pas encore une appellation contrôlée. Et on utilisait l'idée de scieurs autochtones en pensant des entrepreneurs québécois, comme les Perrons, comme les Cossettes, comme les Tardis, comme les Huards. Et je pourrais vous faire toute une litanie de patronymes comme ça. Bien sûr, on ne veut pas non plus épeurer l'industrie des pâtes et papiers. D'abord, ils n'ont pas besoin, pour faire fonctionner les moulins, on n'a pas besoin de tout le bois des concessions. Et pour faire rouler un moulin à papier, on n'a pas besoin de gros arbres. On a besoin de billes de 4 pieds. Bien souvent, on a besoin de copeaux. L'idée, il faut défibrer tout ça. Alors, pourquoi pas avoir une politique forestière qui privilégie des scieurs et les résidus iront aux pâtes et papiers? Eh bien, cette idée-là, elle apparaît avec la Révolution tranquille et se manifeste dans une politique en 1974. À l'égard de la gestion des forêts, on a une gestion positiviste, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut respecter les rythmes de la nature, mais qu'avec le génie humain, on peut faire mieux que la nature. Un peu comme en agriculture, où on est passé de la cueillette avec des rendements plutôt bas et par rapport à de la culture qui va permettre de faire mieux que ce que la nature fait toute seule. Alors, c'est une période, la grande période de la gestion dite positiviste, parce que là, avec des raisonnements scientifiques, on va être capable de faire des prédictions sur les rendements additionnels que va nous donner la récolte forestière. Évidemment, on est dans la période où on aménage, et l'État crée 44 unités de gestion. On est en plein dans la période là où on embauche à pleine porte dans les différents ministères. Le ministère des Terres et Forêts ne fait pas exception, puisque dorénavant, c'est l'État qui va gérer les forêts. 44 unités de gestion qui regroupent des forêts. Les concessions sont devenues des forêts domaniales ou deviennent progressivement des forêts domaniales. Et l'État se charge de gérer les forêts pour nourrir l'industrie. Ce que ça donne, ça. Cette période-là va durer de 1968 à 1983. Et là, en 1983, on fait 3 constats. Premièrement, qu'on a alloué, on a donné des droits aux industriels, des garanties d'approvisionnement, qui totalisent autour de 52 millions de mètres cubes par année. Heureusement, les industriels n'ont pas utilisé toutes leurs allocations. Ils étaient un peu peureux de cette histoire-là. Alors, ils en ont demandé plus que moins et le gouvernement leur en a donné plus que moins. Ils ont récolté 30 millions de mètres cubes en moyenne par année pendant cette période-là. Et ce que la forêt peut donner, c'est 18 millions. Oh! Évidemment, comme on a un surplus de stock à maturité, ça ne paraît pas, mais on est en train de gruger le capital. C'est ça le message. Comme si c'était passé dans la décennie 1970-1983, il y a une épidémie de tordeuse et bourgeons de l'épinette, un insecte parfaitement
indigène qui fait partie de l'écosystème boréal. On évalue que l'impact de l'épidémie de 1970 à 1983 s'élève à 235 millions de mètres cubes. C'est 7 ans de coupe, ça. Et en plus, on se rend compte que la récolte forestière qui s'est beaucoup mécanisée à partir des années 60, 60% des coupes, à cause de la mécanisation, sont insuffisamment régénérées. Et la forêt, c'est plus que du bois. Et là, on a, à partir de 1979, donné des droits aux chasseurs, pêcheurs. On a créé 55 ZEC qui accueillent 300 000 chasseurs-pêcheurs qui ont des droits de chasse et de pêche sur des territoires. Et il faut commencer à concilier tout ça. Et parfois, la conciliation, ça veut dire qu'il faut récolter autrement. Récolter autrement, ça veut dire, dans ce contexte-là, récolter moins. Parce que la forêt, oui, c'est notre histoire, mais c'est aussi notre avenir. Merci beaucoup.